Tout au long de sa carrière, l'Undertaker a eu de nombreux changements de personnages. Passant de sombre présence redoutée des fans à phénomène acclamé par ses créatures de la nuit, puis à badass américain avant d'arriver aujourd'hui à la légende qu'il est devenu, l'Undertaker a su diversifier son personnage qu'on pensait limité pour le plus grand plaisir de tous. J'ai évidemment déjà retracé l'intégralité de la carrière de l'Undertaker avec tous ses changements de personnages, mais s'il y en a bien un qui a marqué en particulier les fans, c'est celui de 1998 quand l'Undertaker effectue son heel turn, s'associe à Paul Bearer et forme le légendaire Ministry of Darkness dont on retrace aujourd'hui l'histoire. Pour parler de la création du Ministry of Darkness, il faut revenir à Judgment Day 1998. A l'époque, l'Undertaker est grandement apprécié par les fans et il a l'occasion ce soir-là de devenir champion de la WWF à condition d'arriver à battre son frère Kane. L'arbitre de la soirée est nul autre que l'ancien champion, Stone Cold Steve Austin, et la tâche va donc être encore plus compliquée pour le Deadman, d'autant qu'alors qu'il lutte depuis de nombreuses minutes, Paul Bearer, l'associé de son frère, fait son entrée. Bearer débarque donc avec une chaise et semble vouloir aider Kane, mais alors que celui-ci lui tourne le dos, Paul Bearer le trahit et le frappe de toutes ses forces. Bon, malheureusement, de toutes ses forces, ça ne suffit pas, mais ça permet quand même à l'Undertaker de reprendre le dessus, et alors qu'il s'apprêtait à remporter le match, Austin refuse d'effectuer le compte, envoie un stunner à l'Undertaker, compte les deux hommes au sol et déclare un match nul. Évidemment, cet événement va grandement énerver le président de la WWF, mais il va surtout être à l'origine d'un changement de caractère pour l'Undertaker. Le lendemain à Raw, Austin est viré par Vince McMahon suite à ses actions de la veille et l'Undertaker fait son entrée aux côtés du sombre Paul Bearer pour faire une grande annonce. Le Deadman déclare s'être réconcilié avec son ancien manager et nous dit que celui-ci est revenu pour l'aider à diriger le Ministry of Darkness. Il justifie son alliance avec celui-ci en nous disant que grâce à Paul Bearer, il a pu se reconcentrer sur la vraie raison de sa présence à la WWF et il annonce une nouvelle ère pour la compagnie qui sera contrôlée par son ministère. Mais si ces annonces n'étaient pas en elles-mêmes assez importantes, l'Undertaker va en rajouter une couche en clamant haut et fort qu'il est l'auteur de l'incendie dans lequel son frère avait brûlé lorsqu'ils étaient jeunes et qu'il a commis cet acte à l'époque parce que son frère était beaucoup trop faible. Ne faites pas ça chez vous, c'est important de le rappeler. Évidemment, Kane va vouloir se venger et arrive donc avec un cercueil défiant son frère dans un casket match, mais ce match se terminera en no contest et la rivalité entre les deux hommes était donc très loin d'être finie. À côté de ça, une deuxième histoire se déroule en parallèle autour de la famille McMahon et de Steve Austin et vous allez vite comprendre pourquoi elle est importante. Dès la semaine suivante, Shane McMahon va réembaucher Austin, mais Vince ne compte certainement pas laisser son plus grand ennemi s'en sortir comme ça. Il tente d'envoyer ses associés pour lui coûter son match et face à l'échec de ceux-ci, McMahon décidera de leur donner une leçon en les enfermant en cage face au Big Boss Man qui les détruira pour les punir. Stone Cold viendra sauver les associés de Vince, mais celui-ci sera rejoint par l'Undertaker qui en avait toujours après le titre de la WWF qu'Austin lui avait coûté. Mais bon, finalement l'affrontement entre les deux sera vite interrompu puisque l'autre principal rival de l'Undertaker, Kane, fera son entrée, envoyant ses flammes pour brûler les parois de la cage et il sera alors temps de régler tout ça. En vue de couronner un nouveau champion de la WWF, un tournoi est organisé au Survivor Series. En quart de finale, l'Undertaker réussit à battre Kane grâce à l'aide de son ami Paul Bearer, mais plus tard dans la soirée, le Big Red Monster viendra se venger, coûtant la demi-finale à son frère en envoyant un chokeslam au Rock pour causer une disqualification. L'histoire entre les deux frères n'était donc pas finie, au même titre que les histoires avec Stone Cold et Vince McMahon, et puisqu'on parle de celui-ci, il s'associera au gagnant du tournoi et nouveau champion The Rock pour former ce clan qui va avoir une grande importance dans notre histoire, la corporation. La rivalité entre l'Undertaker, Stone Cold et Kane va tout de même continuer puisque lors du Raw du 16 novembre, l'Undertaker détruira Austin avec une pelle, l'envoyant à l'hôpital. Celui-ci sera même enlevé la semaine suivante par l'Undertaker et par Paul Bearer qui voudront l'embaumer vivant. Oui, pour ceux qui se posent la question, ça veut bien dire lui vider le corps. Mais heureusement pour lui, alors que le Deadman récitait une genre de prière sataniste, il est interrompu par Kane qui vient sauver Stone Cold au dernier moment. On arrive donc à la semaine suivante où Austin, qui avait échappé de peu à la mort littéralement, voudra se venger et cherchera l'Undertaker dans les vestiaires, mais se retrouvera bêtement enfermé dans une chambre froide par son rival. En ce qui concerne Austin, l'Undertaker a pour projet de se débarrasser de lui lors du prochain pay-per-view dans un Buried Alive match, mais concernant son frère, il a tout intérêt à s'en débarrasser dès ce soir. Et justement, pour ce faire, il tentera de faire interner Kane en envoyant des hommes en blanc qui se feront bien sûr détruire, et l'Undertaker allait donc devoir lui-même se charger de son frère. Il l'attaquera dans les vestiaires pour tenter de le mettre dans un sac et l'envoyer en asile, mais alors que Paul Bearer était parti chercher les hommes en blanc, Stone Cold, qui s'était entre-temps échappé de la chambre froide par je ne sais quel moyen, viendra s'en prendre au Deadman, et donc au retour de Paul Bearer avec les mecs de l'asile, ils vont bien embarquer un corps dans un sac pour le plus grand plaisir de Paul Bearer lui-même, mais le corps en question était loin d'être celui de Kane, c'était celui de l'Undertaker. Le pauvre Paul Bearer qui venait de commettre une énorme connerie se retrouve donc livré à lui-même face à Kane et Austin qui finiront par le balancer dans les égouts de la ville.
Ah, la belle époque où si un mec te cassait les couilles, tu pouvais le jeter dans les égouts et personne disait rien. Bon, vous vous en doutez, ça va pas s'arrêter là avec Paul Bearer au fond des égouts et l'Undertaker dans un asile, hein, et donc on arrive au Raw suivant avec Stone Cold dans le ring qui est interrompu par la voix du Deadman, et celui-ci annonce que le Ministry va passer à l'étape suivante puisque Stone Cold va être sacrifié ce soir. L'Undertaker ne tardera pas à mettre ses menaces à exécution puisqu'il profitera du match par équipe en main event pour traîner Austin sur l'arène, l'attachant à son géant logo et l'élevant vers le ciel, réalisant ainsi le premier sacrifice du Ministry et nous offrant cette image qui va marquer l'histoire. Ce sacrifice fait donc passer l'Undertaker un cran plus loin dans son côté sombre et malsain, et il sera alors temps de régler tout ça lors de In Your House Rock Bottom. L'Undertaker affronte Stone Cold dans un match qu'on ne peut gagner qu'en enterrant son adversaire vivant, et si jusqu'alors le match n'était pas mauvais et que l'Undertaker pouvait espérer se débarrasser enfin de son rival, celui-ci parvient à le pousser dans la tombe et il semble alors que tout soit fini. Mais alors que Stone Cold était en train d'essayer de recouvrir son adversaire de terre pour mettre un terme au match, il est distrait par Paul Bearer et le poursuit jusque dans les vestiaires, permettant à l'Undertaker de sortir de la tombe pour sauver son match. Bon, malheureusement, l'Undertaker ne fera que reporter l'échéance puisque Kane surgira du fond de la tombe pour s'en prendre à son frère, lui coûtant le match grâce à son Tombstone Piledriver qui permettra à Austin d'ensevelir le corps du Deadman sous terre pour la victoire. Bien sûr, l'Undertaker disparaît des écrans suite à ça parce qu'il vient quand même de se faire enterrer vivant, mais c'est surtout à ce moment-là que le Ministry of Darkness va réellement pouvoir se lancer. Lors de l'épisode de Raw du 28 décembre 98, Dennis Knight est attaqué et enlevé par Farouk et Bradshaw des Acolytes, et si cet événement seul pouvait paraître anodin, on n'allait pas tarder à comprendre le lien avec l'Undertaker et son Ministry. 2 semaines plus tard, en plein épisode de Raw, la musique sombre des druides du Deadman se fait entendre et on aperçoit un trône sur l'arène à côté duquel est allongé Dennis Knight entouré par les Acolytes. La musique de l'Undertaker retentit et celui-ci fait son retour tant attendu, s'asseyant sur le trône et annonçant qu'en l'enterrant vivant, Kane et Austin pensaient l'avoir tué et s'être débarrassés de lui. Mais en réalité, ils n'ont fait que le ramener là d'où il vient et il est donc revenu d'outre-tombe pour se venger. L'Undertaker continue et annonce que l'âge du Ministry vient de commencer, que seuls certains élus auront la chance de le rejoindre et que les autres subiront une punition. Le Deadman entamera alors une genre de prière sataniste autour du corps de Dennis Knight, lui faisant boire son sang et gravant son logo sur son torse avec un couteau, avant d'annoncer que celui-ci ne serait désormais plus Dennis Knight, mais deviendrait officiellement Mideon. L'Undertaker forme alors cette fois-ci le Ministry en tant que clan et devient complètement fou avec ses histoires de sacrifice. Il était réellement l'heure de la prochaine étape du Ministry of Darkness. Lors du Royal Rumble, le clan s'agrandira encore puisque Mabel se fera attaquer en plein match par les membres du Ministry et rejoindra de force l'Undertaker et ses associés suite à une sorte de manipulation mentale. Le Ministry of Darkness était donc formé et quasiment au complet, mais il manquait encore des personnages sombres et étranges pour agrémenter ce terrifiant groupe. Alors que Viscera, Mideon et l'Undertaker sont censés faire équipe lors du Raw du 1er février, ce dernier abandonne ses partenaires qui se retrouvent donc en 2 contre 3 face au Brood. Les Acolytes feront donc leur entrée pendant le match pour venir en aide à leurs associés et le Brood se fera décimer sur le ring, refusant même suite à cela l'aide des officiels. On comprendra en réalité plus tard dans la soirée que ce qui venait de se passer était en fait une sorte de rite d'initiation puisque des druides venus au ring retireront leur capuche, révélant le visage de Edge, Christian et Gangrel, et le Brood venait officiellement de rejoindre le Ministry of Darkness. Le clan était désormais au complet et enfin ce que l'Undertaker annonçait depuis le début allait pouvoir réellement débuter, le Ministry allait prendre le contrôle de la WWF. Lors de St. Valentine's Day Massacre, l'Undertaker convoque le ministère dans les vestiaires et leur annonce que la force qui lui parle de l'au-delà lui a dit que ce soir était le soir où tout commençait officiellement pour le Ministry of Darkness. Et justement, dans la soirée, le Ministry va s'en prendre au Big Boss Man et ils vont enlever celui-ci, mais si on pouvait croire que cela amènerait le Big Boss Man à rejoindre le groupe, cet événement allait en réalité permettre à l'Undertaker et à sa bande de se lancer en rivalité contre la corporation. Dès le lendemain à Raw, l'Undertaker annonce aux côtés de ses disciples que le Ministry s'apprête à prendre le contrôle de la WWE et que personne, pas même la corporation ni Vince McMahon, ne pourrait les arrêter. Undertaker rappelle également que chaque âme prise par le ministère est offerte à une puissance supérieure, une personne plus forte et plus sombre que l'Undertaker qui dirige ce groupe dans l'ombre et qui va lui permettre de dominer la WWF. Les fans de l'époque attendaient évidemment avec impatience l'arrivée de cette personne qui serait donc cette puissance supérieure derrière le ministère, mais la révélation n'allait pas avoir lieu tout de suite. La semaine suivante, le Brood perd un match contre Public Enemy et ils sont donc immédiatement sanctionnés par le Ministry qui ne compte laisser passer aucun écart et ne tolère aucun échec. Le même soir, Vince McMahon organisera un Inferno match entre l'Undertaker et son frère Kane pour régler les comptes et pour faire payer le Deadman, mais celui-ci parviendra à remporter le match en envoyant la jambe de Kane dans le feu avant de brûler le doudou d'enfance de Vince McMahon. À quoi rigolez pas, hein, je pense que c'est vraiment ça qui se passe, en tout cas j'ai pas d'autre explication. Il lui offre une boîte avec un nounours et Vince semble un peu perturbé,
libéré, et à la fin il est à moitié en train de pleurer quand l'Undertaker le met en feu. Non, vraiment, il n'y a pas de doute, c'est son doudou d'enfance, c'est tout. En plus de ça, l'Undertaker avait annoncé détenir la clé du cœur et de l'âme de Vince McMahon, donc je sais pas si c'était ce nounours ou pas, mais en tout cas si oui, elle est partie en fumée. Mais bon, revenons au Ministry et à la rivalité. Pour se venger d'avoir détruit son nounours en peluche, Vince McMahon annonce que l'Undertaker fera face au Big Boss Man dans un Hell in a Cell lors de WrestleMania 15. L'Undertaker tiendra donc à prévenir son adversaire et essaiera même de le sacrifier en l'accrochant sur son logo, mais celui-ci parviendra à se libérer et grâce à l'arrivée de la corporation, l'Undertaker sera embarqué par la police pour le plus grand plaisir de Vince McMahon. Mais le président de la WWF qui croyait s'être débarrassé du Deadman était en réalité très loin d'être au bout de ses peines. Alors que Shane McMahon vient d'avoir un match et qu'il remonte la rampe d'entrée avec son père, une vidéo apparaît sur l'écran géant et montre le Ministry of Darkness au domicile des McMahon alors que l'Undertaker dit à Vince « Les lumières sont allumées mais elle n'est pas encore là, une fois qu'elle rentrera, devine qui sera là pour l'attendre. » Terrorisé à l'idée de ce qui pourrait arriver à sa femme ou à sa fille, Vince tente donc d'appeler la police mais personne ne veut l'aider et il sera donc contraint d'écouter l'Undertaker lui dire qu'il attend sa fille pour l'enlever. Désespéré et ne trouvant aucune solution, le président viendra demander de l'aide à Kane alors qu'il se battait avec Triple H, mais le cauchemar de Vince était très loin d'être fini puisque l'homme sous le masque se révélera être l'Undertaker qui chopera le président au col avant de disparaître dans l'obscurité. Toute cette histoire avait grandement perturbé le président et il était loin d'être au bout de ses peines puisque le Big Boss Man qui était censé mettre un terme à la terreur du Ministry à WrestleMania perdra non seulement son match Hell in a Cell contre l'Undertaker mais sera en plus pendu après le match. Dès le lendemain de WrestleMania, l'Undertaker décidera de passer à l'étape suivante de son plan puisqu'après un match entre Sable, Jacqueline, Tori et Ivory, le Ministry of Darkness fait son entrée et menace Vince McMahon de détruire Sable si celui-ci ne vient pas au ring. Le président, qui s'était enfermé dans les vestiaires aux côtés de son fils et de sa fille pour protéger celle-ci, est alors obligé de quitter la pièce pour ne pas qu'il arrive malheur à Sable et là, ça n'a pas trop de sens. En gros, après avoir fait le déplacement jusqu'à l'arène, Vince réalise qu'il a laissé Stephanie toute seule et quand il revient dans les vestiaires, c'est déjà trop tard, celle-ci a disparu, le Ministry a enfin réussi à enlever la fille du président. Heureusement pour Vince, Ken Shamrock, qui était membre de la corporation, va réussir à faire parler Christian, qui lui dévoilera la position de la fille du président et lui permettra alors d'aller la libérer. Mais vous vous en doutez, le Ministry allait pas laisser passer ça et ils allaient certainement pas lâcher l'affaire si facilement. Déjà, Christian sera puni par le Ministry pour avoir balancé l'endroit où Stephanie était enfermée, et pour se venger et quand même tenir leur promesse d'un sacrifice, l'Undertaker et ses acolytes vont sacrifier la sœur de Ken Shamrock après avoir enlevé celui-ci, envoyant par la même occasion un message à Vince et à sa famille. Trop préoccupé par sa fille et par le Ministry of Darkness, Vince McMahon perd le contrôle de la corporation au profit de son fils, et on va pas tarder à voir que cet événement qui pouvait paraître anodin va avoir une grande importance dans notre histoire. Lors du Raw du 12 avril 99, l'Undertaker promet à Vince qu'il va réussir à capturer Stephanie et qu'il va la sacrifier dès qu'il le pourra. En attendant de mettre la main sur la fille du président, l'Undertaker tente de sacrifier Ken Shamrock et Christian, mais en voulant se concentrer sur un trop grand nombre d'ennemis, le Deadman se perd un peu et ne réussit à sacrifier ni l'un ni l'autre puisqu'il sera trahi par le Brood qui s'éloignera du Ministry of Darkness. Quelques semaines plus tard, lors de Backlash 99, l'Undertaker recentre son attention sur les choses importantes et annonce l'arrivée prochaine de la puissance supérieure qui dirige le Ministry. Il repart donc à la poursuite de Stephanie, mais celle-ci a été mise en sécurité par son père dans une limousine qui quitte l'arène dès l'arrivée des membres du Ministry of Darkness. Mais pour le coup, si Vince pensait avoir tiré sa fille d'affaire, il était très loin du compte parce que Stephanie découvrira avec stupeur que le conducteur de sa limousine n'était nul autre que l'Undertaker lui-même, et enfin, le sombre groupe dirigé par le Deadman avait réussi à atteindre son objectif. On arrive donc au Raw du 26 avril 99 pour l'un des moments les plus marquants du clan, puisqu'ils vont amener au ring le logo de l'Undertaker sur lequel est attachée Stephanie McMahon, qui s'apprête finalement non pas à être sacrifiée, heureusement pour elle, mais à être mariée au leader du clan le plus sombre de la WWF. La cérémonie commence et est interrompue par le Big Show et par Ken Shamrock, mais aucun des deux ne parvient à sauver Stephanie et il faudra attendre l'arrivée d'un sauveur bien particulier pour permettre à la fille de Vince McMahon de se tirer d'affaire, puisque c'est Stone Cold Steve Austin qui viendra faire le ménage pour sauver Stephanie McMahon de cette macabre cérémonie. Avec sa fille tirée d'affaire, Vince semble avoir pris conscience de l'importance de sa famille et il vient donc à ses côtés lors du premier SmackDown de l'histoire. Vince annonce qu'il veut désormais remercier les gens et même remercier son ennemi de toujours Stone Cold, mais le président sera rapidement interrompu par son fils et sa corporation, qui sont à ce moment-là les principaux ennemis de Stone Cold Steve Austin. Shane dit ne plus reconnaître son père, mais annonce surtout que ce soir, le Rock et Stone Cold seront contraints de faire équipe dans le main event et qu'il est donc en charge de leur trouver des adversaires. Triple H sera le premier à se proposer et alors que Shane cherche un
partenaire à l'un des membres les plus importants de son groupe, les lumières s'éteignent et l'Undertaker apparaît sur l'écran géant. Le leader du Ministry annonce qu'il veut faire payer Stone Cold et se déclare donc être le partenaire de Triple H pour le main event. Et vous vous en rappelez, je vous ai dit que la prise de pouvoir de Shane dans la corporation allait avoir une grande importance. Eh bien on y arrive, puisque plus tard dans la soirée, alors que Stone Cold et le Rock sont dans le ring, ils sont interrompus par Shane qui est ensuite rejoint par l'Undertaker, puis par l'intégralité de la Corporation et du Ministry of Darkness, et c'est ainsi que naît le Corporate Ministry. Et là, croyez-moi qu'à l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Deux des plus grands clans de l'époque, qui étaient en plus tous les deux détestés par les fans, joignaient leurs forces pour le plus grand malheur de tout le roster de la WWF. On aura tout de même le main event du premier SmackDown entre Triple H et l'Undertaker contre le Rock et Stone Cold, qui est quand même un très grand match, et celui-ci finira évidemment en bagarre générale puisque c'était impossible de maintenir l'ordre, mais l'important était fait, le Corporate Ministry venait ce soir-là de voir le jour. Lors du Raw du 3 mai 99, on apprendra que c'était Shane McMahon qui avait en réalité orchestré le kidnapping de sa sœur puisqu'il voyait que son père s'éloignait des choses importantes. Mais en voyant que cela n'était pas suffisant, Shane McMahon n'avait pas d'autre choix, c'était à lui de prendre les choses en main et il s'installe ainsi en véritable remplaçant de Vince McMahon. Shane en profite aussi pour annoncer que le champion de la WWF Stone Cold devra défendre son titre contre l'Undertaker lors de Over the Edge, et c'est Shane McMahon lui-même qui arbitrera ce match. Au même moment, une nouvelle faction se forme, celle des rejetés de la corporation, avec Shamrock, Mankind, Test et le Big Show qui forment l'Union et qui s'associent à Vince McMahon pour rivaliser contre le Corporate Ministry lors du Raw du 10 mai 99. Mais avant même que les deux groupes n'aient le temps de régler leur compte, le commissionnaire Shawn Michaels apparaît sur l'écran géant et annonce plusieurs matchs entre les membres des deux clans. Il annonce également qu'à Over the Edge, Shane ne sera pas le seul arbitre du match de championnat puisque son père se joindra à lui pour l'empêcher de faire pencher la balance du côté du Ministry. Les affrontements entre les membres du Corporate Ministry et leurs rivaux vont donc continuer semaine après semaine, et le clan de l'Undertaker et de Shane McMahon va chercher une solution pour se débarrasser des membres du clan adverse afin de prendre le contrôle de la fédération. Pour ça, ils vont d'abord aider le Deadman à battre The Rock dans un casket match avant d'exploser le cercueil avec un sledgehammer pour mettre le Rock hors d'état de nuire. Ils vont s'en prendre à Vince McMahon dans les vestiaires pour s'assurer que celui-ci ne soit pas le deuxième arbitre de la rencontre, et il ne leur restait plus qu'une étape pour contrôler enfin la WWF. L'Undertaker devait battre Stone Cold lors de Over the Edge pour remporter le titre de champion. On arrive donc à Over the Edge 99. C'est un show extrêmement particulier puisqu'il s'agit du show dans lequel Owen Hart a subi ce terrible accident qui a causé sa mort, et malheureusement la WWF a tout de même décidé de poursuivre la diffusion, ce qui donne lieu à une soirée très bizarre. Arrivé au main event, le public et même les catcheurs ne sont évidemment pas concentrés à 100% sur les histoires et les matchs puisque tout le monde est perturbé par la tragédie qui vient de se produire, mais la fédération décide quand même de maintenir le match. Après un long affrontement entrecoupé de divers changements d'arbitre avec même un retour de Vince McMahon, l'Undertaker réussit à placer un roll-up sur Stone Cold, permettant à Shane de réaliser un compte de 3 extrêmement rapide, et le Deadman repart donc avec la victoire et avec le titre de champion. C'est donc après cette soirée extrêmement particulière que les membres du Corporate Ministry atteignent enfin leur objectif de contrôler la WWF, mais leur histoire ne s'arrête pas là. 2 semaines plus tard, l'Undertaker annonce que la fameuse puissance supérieure dont il parle depuis des mois va enfin faire son apparition. Il a d'ailleurs tout intérêt à avoir beaucoup de soutien de la part de cette force supérieure parce qu'il doit affronter le même soir Vince McMahon et Stone Cold, et s'il perd son premier match contre le président, il devra mettre son titre en jeu dans le second face à Stone Cold Steve Austin. Évidemment, suite à une disqualification, le Deadman perd son match contre Vince et il doit donc bien défendre son titre dans le main event, mais un événement bien particulier va venir bouleverser le déroulement de ce match. Rapidement, le match part dans tous les sens, notamment à l'extérieur avec des interventions de Paul Bearer qui empêchent Stone Cold de reprendre le titre au Deadman, mais c'est surtout à la fin qu'on va avoir un moment très important. Le Ministry arrive à attacher Stone Cold dans les cordes et l'Undertaker annonce l'arrivée de la puissance supérieure. La personne en question va arriver en cachant son visage et c'est donc impossible de savoir qui c'est, mais un indice va être donné puisque l'homme sous la capuche dévoilera son visage à Stone Cold qui sera extrêmement choqué. Bon là il faut faire un petit bilan. Depuis sa création, le Ministry of Darkness a d'abord été en rivalité contre Stone Cold et Kane, puis contre la famille McMahon avant de s'associer à Shane pour mener la vie dure à son père, et ils ont désormais deux principaux ennemis, Stone Cold Steve Austin et le président Vince McMahon. C'est bon, vous avez tous compris, vous avez bien tout ça en tête ? Eh bien effacez-le complètement parce que ça n'a absolument aucun sens au vu de ce qui va se passer lors du Raw du 7 juin. Le Corporate Ministry fait son entrée et l'Undertaker nous dit que ça fait un moment qu'il annonce la présence de cette puissance supérieure et qu'après avoir préparé son arrivée avec divers sacrifices, il est enfin l'heure de l'accueillir. L'homme à la capuche qui est censé être plus sombre et plus puissant que l'Undertaker fait son entrée et il est suivi de Shane McMahon qui annonce que l'homme en question est un maître de manipulation et qui sait exploiter les gens pour les bénéfices du Corporate Ministry. Vince apparaît alors sur l'écran géant et demande à ses rivaux d'accélérer, il n'a pas la nuit, il veut savoir qui est cet homme et il veut l'affronter ce soir
alors qu'il montre son visage et tout de suite. La puissance supérieure qui est annoncée depuis des semaines se tient au centre du ring entouré par tous les membres du Corporate Ministry et il retire enfin sa capuche pour nous offrir l'un des moments les plus mémorables mais également les plus insensés de l'histoire. Et oui, toute cette histoire avec la grande puissance sous la capuche qui contrôle le Ministry tombe complètement à l'eau puisque l'homme en question s'avère simplement être Vince McMahon, ce qui encore une fois n'a absolument aucun sens au vu de tout ce qui avait été construit auparavant, et en réalité ce moment va simplement permettre de relancer la rivalité entre Stone Cold et le président. Alors on peut comprendre que Vince voulait lancer cette rivalité qui avait grandement plu au public, mais franchement le fait que toute cette construction et que cette histoire du Ministry ne se conclue que par ça, c'est extrêmement décevant. Suite à cette révélation, Stone Cold récupérera des parts de la WWF grâce à Linda et Stephanie McMahon et il deviendra alors co-CEO de la WWF, ce qui lui permettra de relancer pour de bon sa rivalité avec Vince McMahon, et comme ça, l'Undertaker et son Ministry tombent totalement au second plan. Le Deadman gardera tout de même son titre de champion un petit moment, le défendant avec succès contre le Rock notamment, mais il perdra finalement le titre contre Stone Cold dès le lendemain et ne réussira pas à lui reprendre lors de leur First Blood match à Fully Loaded. Suite à ça, les divers membres du Ministry of Darkness vont s'éloigner petit à petit, se mêlant chacun à des rivalités différentes, et l'Undertaker ira s'associer un temps avec le Big Show avant de disparaître pour cause de blessure, puis de lancer plus tard son personnage d'American Badass, enterrant pour de bon le Ministry of Darkness. Je trouve ça personnellement extrêmement dommage qu'un clan si important, si classe et si dominant sur le papier soit parti dans une direction si décevante à la fin alors qu'il avait énormément de potentiel. En retraçant cette histoire, j'ai trouvé que si l'union entre la corporation et le Ministry of Darkness semblait à la base être quelque chose d'incroyable, ça a en réalité grandement mis l'Undertaker en second plan derrière Shane McMahon et ça a éloigné le clan de ce côté sombre et terrifiant qu'il avait au début, ce qui m'a fortement déçu. Ajoutez à ça la révélation de Vince McMahon comme étant la grande puissance qui contrôlait le Ministry depuis le début avec toutes les incohérences qu'elle apporte, et on peut clairement dire que la fin de ce clan était plutôt décevante. Pourtant, le Ministry reste l'un des clans les plus marquants de la fin des années 90, qui est à l'origine de certains des moments les plus mémorables de l'époque et qui a en plus permis un changement de personnage pour l'Undertaker avec une gimmick hyper cool et des tenues extrêmement stylées, et c'est pour ça qu'il a marqué l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vivre ou de revivre les grandes heures du Ministry of Darkness qui, malgré une fin un petit peu compliquée, était quand même un clan hyper stylé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos souvenirs dans les commentaires, et pourquoi pas me dire aussi comment vous auriez organisé la fin du Ministry of Darkness et quelle personne vous auriez choisi pour être la puissance supérieure. Maintenant que c'est fait, vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description et ça me soutient énormément. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.